merci au syndicat des Immenses de me proposer d'intervenir. Content également et heureux de retrouver également Laurent. On se croise en plusieurs moments dans nos vies respectives, c'est toujours un bel lasagne. On m'a demandé d'intervenir comme les trois autres intervenantes sur le texte qui est là, et surtout de prendre au sérieux la parole des Immenses. Alors je me suis laissé imprégner par les textes qui étaient là, et puis je vous propose une restitution personnelle, localisée. Ça va? Vous m'entendez toujours? Sinon je ne peux pas être plus fort. Je peux pas pousser, okay, mais avec le risque de cracher dedans. Voilà. Très bien, mais bon, on va tous partager les crachats. Allons-y. Et donc mon intervention va s'articuler autour de deux aspects. D'une part, en tant qu'acteur du mouvement pro-climat, qu'est-ce que j'ai retenu de l'interpellation de l'Université d'été des Immenses en 2021? Et par rapport à ça, je vais développer, d'une part, comment moi j'ai compris et comment je propose de restituer la revendication immense, la revendication des immenses. Deuxième aspect par rapport à ça, peut-être clarifier aussi tout ce qu'on peut projeter à tort ou à raison sur le mouvement climat, cette nébuleuse climatique. Ensuite, deuxième axe de mon intervention, qu'est-ce que je souhaite répondre au chapitre que j'ai lu en profondeur sur le zéro déchet humain ou contre l'économie du gaspillage humain également. Voilà un peu. Et par rapport à la question de la réponse au chapitre, je vais à la fois parler que le monde devient immonde et que la planète est un zoo. Et pour terminer, je proposerai quelques pistes d'action, puisque effectivement je suis ici là comme activiste, c'est en tout cas ce titre-là comme invité. Et mon nom d'action, comme ça vous savez tous, c'est Full Yeti, dans la rébellion. Voilà. Sur la première question, en tant qu'acteur du mouvement climatique, qu'est-ce que j'ai retenu de l'interpellation de l'Université des Immenses? J'ai envie de vous partager ce qui me touche le plus dans... Excusez-moi. Ce qui me touche le plus dans ces textes, et donc c'est la revendication immense, c'est en fait être respecté. Et c'est simplement, et c'est absolument tout ça. Alors par rapport à qu'est-ce que c'est comment j'entends être respecté, en quoi ça me touche, il y a trois aspects, moi je dis ça, trois aspects. Il y a un aspect de reconnaissance, et j'y vois un enjeu moral de visibilité, et c'est la dignité de la prise de parole des moins que rien, pour retourner leur stigmate contre la domination. Premier aspect du respect, la reconnaissance. Second aspect, la réparation. Et j'y vois un enjeu social d'inclusivité. Et c'est la pertinence écologique au sens large des sentinelles surnuméraires pour restaurer nos mondes épuisés. Troisième aspect de la notion, de la revendication d'être respecté et respecté, après reconnaissance et réparation, c'est la révolution. La révolution comme enjeu politique d'égalité. Et j'y vois la promesse émancipatoire de l'avant-garde des laissés pour compte, afin de restaurer, afin d'abolir les oligarchies, quelles qu'elles soient, visibles ou invisibles, économiques ou politiques. Ça, c'est le premier point. Ce second point, effectivement, je pense, par rapport à... Donc je prends la parole en tant que climateux, non pas en tant que membre ou simplement membre ou acteur du mouvement climatique, mais en tant que climateux, tel que nos camarades gilets jaunes aiment se moquer ou aiment moquer les activistes bobos du mouvement climat. Et je trouve que autant assumer effectivement la qualification plutôt que se jouer aux activistes du dimanche. Et donc effectivement, en tant que membre d'Extinction Rébellion depuis 2019 maintenant, je m'assume comme climateux. Voilà. Dans la foulée de cette précision sur cette revendication de climateux, c'est pas comateux, mais on peut parfois l'être aussi. Trois points également que je souhaite clarifier pour pouvoir dissiper quelques idées préconçues. Et effectivement, les clichés ont la vie dure. D'abord, et c'est des choses qui, de nouveau, c'est en réponse à certains chapitres et certains propos qui sont là, que je clarifie ça. D'abord, le mouvement pro-climat n'est pas homogène.
On y trouve des méditantes, des militantes, des combattantes. Vous pouvez aussi mettre ça au masculin. On y trouve des automobilistes et des cyclistes. On y trouve des anticapitalistes chevronnés et des boomers repentis, comme moi par exemple. On y trouve des altruistes et des survivalistes. On y trouve des croyants, des croyantes et des sceptiques. On y trouve des véganes et des carnistes. On y trouve des salariés et des volontaires. Et on y trouve aussi des conspirationnistes, de vilain mot, et des conformistes. Donc on y trouve en fait tout l'éventail de la société éco-anxieuse, des réformistes aux révolutionnaires. Deuxième clarification sur le mouvement pro-climat, il n'en a rien à kicker, ni des ours polaires, ni des pandas. Il soutient plutôt l'écologisme des pauvres et leur lutte pour obtenir réparation des pertes et préjudices infligés par l'extractivisme. L'extractivisme qui réduit le vivant, dans toutes ses formes, qui le réduit à un réservoir de ressources et à un dépotoir de déchets afin d'assouvir l'avidité du profit. Le mouvement pro-climat s'oppose aussi au long-termisme, également à qualifier, de manière plus chic, d'altruisme efficace. Et là, je ne vais pas développer, mais je vous invite à voir sur Internet par rapport à ça. En fait, on est en présence de la nouvelle dystopie eugéniste et transhumaniste des ultra-riches, et qui est occupée à percoler dans tous les cercles de décision des pouvoirs. Et donc c'est assez redoutable. C'est en gros l'idée, on doit se positionner dans un futur complètement virtuel. Je vous invite à voir de plus près. Troisième aspect, le mouvement pro-climat ne fantasme pas la convergence des luttes. Loin des querelles byzantines dont la gauche institutionnalisée a le secret, le mouvement pro-climat, les climateux, prône le principe du respect de la diversité des tactiques pour obtenir, sur tous les fronts, le changement structurel du système toxique qui nous empoisonne. Alors, ces clarifications faites, qu'est-ce qu'on peut apprendre des immenses? Quel enseignement tirer? Partie 2. Premier enseignement, le monde est devenu immonde. Et dans le contexte du cataclysme climatique, tel que le GIEC en 2021 en parle déjà, les immenses accusent les immondes. Les immondes sont les structures sociales et les politiques publiques qui rendent notre monde inhabitable à tous les échelons géographiques. L'inhabitabilité de notre Terre, le franchissement des 9 limites planétaires, à tes souhaits, c'est la fin de l'écoumène, au sens de Gutenberg, qui a donné lieu ensuite à la notion d'œcuménique, de l'ensemble des terres habitées et habitables. Donc, les immondes rendent notre terre inhabitable, détruisent l'écoumène. Et pour les immondes, plus rien ni personne n'est à l'abri, à commencer par les régions et les populations les plus impactées de la planète, que ce soit ici ou que ce soit là-bas. Ce qu'on appelle dans le jargon des climateux les MAPA, les personnes et les régions les plus impactées. Ce que je veux dire, c'est que sur une planète qui brûle, nous sommes déjà toutes et tous privés de chez soi. Enfin, les immondes sont les maîtres de la nécropolitique. Ce pouvoir exorbitant et discrétionnaire de décider qui peut vivre et qui doit mourir. Et là, je prends une notion d'Achille Mbembe, que vous connaissez sûrement. Enfin, deuxième enseignement que je retire de l'imprégnation par la parole des immenses, notre planète est un zoo. En tant qu'immondice, les déchets humains sont l'indice indicible de l'immonde. 3 aspects. Ce que nous faisons, prison, camp, hospice, on invisibilise les surnuméraires. Élevage, marquage et traçage, on façonne les populations. Confinement, isolement et rationnement, on dresse les comportements. Aliénation, exploitation et massification, on détruit les âmes. Ce que nous faisons maintenant, en réduisant les animaux à des choses, c'est notre propre extermination comme espèce vivante,
que nous préparons. Et les zoonoses en sont un bon exemple. En traitant les animaux comme des bêtes, c'est notre propre assujettissement, comme individus singuliers, que nous organisons. En manquant d'humanité pour les animaux, c'est notre propre capacité à rêver et à aimer que nous détruisons. Enfin, la déconsidération de nos interdépendances nourrit la sidération de nos inconscients. Après ce que nous faisons et après ce que nous faisons, ce que nous nous laissons faire. Humains et animaux, nous sommes la matière première des intelligences artificielles qui gouvernent le capitalisme. Animaux et humains, nos existences sont vidées de leur substance pour servir le dépaysement d'une élite hors sol, que ce soit sur Mars ou dans des bunkers en Nouvelle-Zélande ou au Groenland. Humains et animaux, nos mondes sont encapsulés dans un environnement synthétique qu'on qualifiera éventuellement d'électronique, mais également d'autres virtualités ou d'autres pollutions. Bref, animaux et humains, nos futurs sont en captivité. Alors aujourd'hui, que faire? J'identifie 4 axes stratégiques. Désespérer, s'organiser, s'enraciner et décroître. Désespérer, ça veut dire, pour moi, poser un diagnostic lucide de l'époque, plutôt que de nourrir encore de faux espoirs. Dit autrement, le 1,5 degré, pour moi, c'est terminé. C'est 1,5 degré, un réchauffement climatique, c'est encore une fiction, un faux espoir dont on se nourrit. Les riches, par rapport au diagnostic, les riches et les puissants mènent une guerre non déclarée et sans pitié contre le vivant, et personne n'est épargné. S'organiser, ça veut dire, face à cet ennemi, définir et escalader nos priorités d'autodéfense populaire. Donc concrètement, de manière cumulative, ça veut dire faire peur, déstabiliser les immondes, leur faire mal, désarmer les structures toxiques et autres infrastructures dévastatrices et immondes et nécropolitiques. Et enfin, après faire peur et faire mal, faire l'amour, pardonner. Il y a aussi un moment pour la rédemption. Mais seulement après tout ça. Troisième aspect, s'enraciner devant le mal qui vient. Je pense que nous devons nous préparer à une résistance civile effective et non violente, y compris en bâtissant des bases arrières, en développant une branche clandestine au mouvement activiste, aux climateux, sur tous les fronts de nouveau, social, santé y compris, et en recrutant des infiltrés, des infiltrés dans l'appareil d'État. Enfin, décroître, c'est en réponse à ce diagnostic lucide que j'ai tenté d'esquisser au début, c'est réaliser des expériences de pensée pour visualiser notre futur désirable. Par exemple, quelles seraient nos institutions dans un monde à plus 4 degrés, je dis bien plus 4, par rapport à l'ère pré-industrielle, et sans énergie nucléaire et fossile, sans monnaie dette, sans exploitation animale, sans violence sexiste et sexuelle, et sans police ni milice. Considération finale, pour mettre à tous de désespérer dans la joie. J'ai l'intime conviction que nous sommes au cœur d'un combat spirituel qui se décline dans une multitude de champs de bataille terrestres où s'exprime un enjeu existentiel qu'on appelle effondrement, extinction, extermination ou annihilation. Et donc laissons-nous, jusqu'où laisserons-nous à des psychopathes qui nous gouvernent le pouvoir discrétionnaire de décider qui peut vivre et qui doit mourir. Aujourd'hui, je sais que ce qui est avec les immenses est bien plus grand qu'avec les immondes. Et cela me donne la force d'avoir le courage de poursuivre la lutte pour stopper la nécrose du monde. Merci.